Freezing cold in ancient Tuesday. You the cold maze, say one, freezing cold in ancient Tuesday. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que c'est vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans mes films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente, alors je fais oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Julien Guimont et je suis comme toujours accompagné des Kouniaman et galettes saucisses de la mémoire cinématographique. Merci. J'ai nommé Marcel Ratafia et Lou Bobin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut Julien. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui d'être invités par le festival Podren pour effectuer cette nouvelle émission des Bobines en direct sur Twitch notamment et devant des auditeurs en folie. Oui. Oh génial. J'adore. D'ailleurs, Rennes, très belle ville, moi je la connais bien parce que j'y ai vécu toute mon enfance. Est-ce que vous connaissez un petit peu Marcel, Lou Très belle scène gastronomique. Ah. Oui, quelques familles à Rennes de mon côté. Qui n'est pas là aujourd'hui ? Oh. Non. Bon, tant pis. Mais bon, tant pis. Alors, comme vous savez, donc les Bobines, ça parle des femmes méconnues du cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'une actrice célèbre. Et comme d'habitude, dans chaque émission, on commence par le portrait de Marcel. C'est à vous, Marcel, pour votre portrait. Le mollet galbé et le tif à la garçonne, la démarche assurée et l'œil frondeur, cette nana-là cumule dès les 50s les soirées comédie françaises et les polaires à la papa, avant de taper dans l'œil des génies italiens. Faut dire qu'avec sa jactance véloce et son registre aussi étendu que le lac Léman, elle impressionne. Tantôt flic amoureuse ou tata flingueuse, doctoresse burnée ou matriarche déchaînée, tantôt branchée par Rocco ou ex de Lino, elle rafle les premiers rôles et pas les plus fastoches. Plus popue que Catherine Decazes, plus bosseuse que Bernadette Lafont et plus versatile qu'Isabelle Huppert qui joua 2 fois sa fille, cette bobine-là est unique en son genre, c'est la reine de la nature et du naturel, et c'est Annie Girardot. Alors on va parler donc d'Annie Girardot, qui nous allons voir, est l'une des comédiennes les plus populaires des années 60-70, mais qui étrangement a été oubliée dans le cinéma, par l'histoire du cinéma, comme elle le regrettait déjà dans ce déchirant extrait des Césars en 96. Peut-être que tout le monde s'en souvient, mais on va le passer au cas où, pour les plus jeunes. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français a manqué follement, éperdument, douloureusement. Et votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être, je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte. C'est... Un joli moment de César comme on en a pu. Ouais, c'est ardos quand même. Donc là on en profite un petit peu, comme on va parler d'Annie Girardot et qu'on parle un petit peu des femmes oubliées du cinéma. Annie Girardot, c'est vrai que la plupart des gens connaissent, mais vu qu'on est en public, on va peut-être faire un sondage. Est-ce que là, parmi le public, en criant très fort, est-ce que vous pouvez me citer un film avec Annie Girardot qui vous a marqué ? La Zizanie. D'accord, ouais. Tendre poulet. Très bien. Excellent. Quelqu'un d'autre, Annie Girardot ? Non ? Donc, comme quoi on fait bien de faire une émission dessus. Faire une émission dessus. Effectivement. Alors justement, Lou, parlez-nous un petit peu d'Annie Girardot, de ses débuts, de sa jeunesse. Alors Annie Girardot, elle naît au tout début des années 30 et elle ne connaît pas l'identité de son père. C'est que vers l'âge de 40 ans qu'elle va savoir à peu près qui est son daron. Et la pauvre Annie vit seule avec sa maman qui est sage-femme. Elle va connaître les bombardements pendant la guerre. C'est un truc qui va énormément la marquer. Et en fait, comme beaucoup de comédiens de cette génération-là, à partir de la fin des années 40, elle va s'inscrire dans une école qui est l'école de la rue Blanche, qui est une école dont sortent la génération de Michel Serrault, Jean Poiret. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans la salle. Et donc, après cette école, enfin, du moins en parallèle, elle va faire ce que d'autres font à la rue Blanche, c'est-à-dire se produire dans les cabarets.
Alors, elle va chanter, on va d'ailleurs retrouver dans sa carrière quelques moments, quelques passages chantés. Elle va se produire notamment dans les théâtres de la Rive Gauche. Elle va jouer une pièce qui s'appelle Dugudu, d'une troupe. Dugudu, j'articule bien. Ah, c'est joli. Qui est une pièce qui a été créée par les Branquignoles, qui était un collectif d'humoristes qui faisait du cabaret et des spectacles plus longs au début des années 50. C'est le petit baigneur, non? Un peu C'est comme le petit baigneur, un peu comme la bande à Fifi. Oui, c'est ça, mais de l'époque. Les Dugudu de l'époque. Peut-être d'accord. que certains d'entre vous ont vu le petit baigneur avec De Funès et cette famille de rouquins invraisemblables qui construisent des bateaux. Et ben c'est les Branquignoles réunis. Bref, Annie Girardot fait ses débuts là-dedans, mais elle va s'inscrire comme beaucoup d'autres au Conservatoire national. Et elle va faire partie de cette fameuse bande du Conservatoire où il y a notamment Belmondo, Marielle, Françoise Fabian, Pierre Vernier. Enfin vraiment une bonne promo du Conservatoire de l'année 54. Et ce qui ne se pratique plus aujourd'hui, mais qu'il y avait à l'époque, c'est quand vous sortiez du Conservatoire avec un premier prix, vous étiez intégré directement à la Comédie Française. Sauf qu'à la Comédie Française, c'est une époque où ce qu'on appelle les emplois, les rôles sont un peu bouchés. Donc Annie Girardot se retrouve à faire des rôles de soubrette. Pendant 2 ans, elle va faire des rôles de soubrette en attendant que les sociétaires un peu âgés finissent par laisser les rôles de jeunes filles. Et il y a un homme qui va la remarquer, qui est Jean Cocteau, un grand poète, à qui on doit notamment le très beau Belle et la Bête avec Jean Marais et Josette Day. Et Cocteau va se dire, moi j'ai pas envie de prendre une des vieilles sociétaires de la Comédie Française, je veux cette jeune comédienne pour jouer dans une pièce qui va s'appeler La machine à écrire. J'avais le nom sur le bout de la langue, et qui va se monter dans une des 2e salles de la Comédie Française à l'Odéon. Il y avait la salle Richelieu où on jouait les classiques et l'Odéon où on jouait plutôt les pièces modernes. Et là, ça va être un succès. Et c'est à ce moment-là que Annie Girardot va trouver sa tête. Puisque ne sachant pas quoi faire avec ses cheveux, Cocteau l'a envoyé chez un des plus grands coiffeurs de Paris, qui lui a fait cette coupe à la garçonne avec des pattes, les cheveux un peu ébouriffés, et ce qui n'était pas du tout commun à l'époque. Mais en parallèle de ça, on va revenir à ce qui nous intéresse, qui est quand même le cinéma. Annie Girardot va cachetonner un peu, elle va faire un premier film adapté d'une comédie de boulevard, où là, ça vaut pas tripette, mais ça lui permet de voir ce que c'est qu'un plateau. Mais elle va surtout tourner un film qui s'appelle L'Homme aux clés d'or, avec Pierre Freinet, qui était une grande vedette de l'époque. Le Corbeau. Voilà, L'Assassin Bito 21, ces films-là. Et elle va découvrir ce que c'est que vraiment le cinéma. Elle va être très impressionnée, et par la suite, et ça c'est Marcel qui va nous en parler, elle va tourner avec un autre grand monsieur du cinéma, qui est Gabin, et parler pour la première fois la langue d'Audiard. Je tente une imitation de Gabin, mais... mon petit gars. Ma petite Annie. Mais qui c'est? Oui, pardon, je suis très mauvais effectivement en imitation, pardon. Alors Gabin est connu pour cette fameuse gifle. La claque à la Gabin, c'est un truc qui intervient en général au milieu des films de Gabin. C'est un rite initiatique. Parfois, ça peut être une double. Une fois, c'est Jeanne Moreau et Dora Dole qui se prennent tour à tour une claque. Mais donc là, c'est Annie Girardot qui, dans Le Rouge et Mi, va faire le rôle de petite pépé intéressée par l'argent, qui était un grand classique de ces années-là, puisque les polars des années 50 étaient extrêmement misogynes et que les rôles des femmes n'étaient pas très développés en général. Mais Annie Girardot a une vraie présence et ça se sent tout de suite. Et Gabin, qui s'y trompe pas, évidemment, lui colle une bonne chiffardasse en lui disant « ce sera ton porte-bonheur ». Il a eu raison, finalement, ça lui a porté bonheur. Hein. Oui. Elle a fait des grands rôles après. Elle a fait des grands rôles après, mais c'est sûr que c'est finalement pas... il n'y avait pas tellement de débouchés à l'époque dans ce genre de film, et donc les grands films qui se tournaient à l'époque, il faut le dire, c'est quand même en Italie que ça se passait. Et là, elle va être repérée par quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est, on va dire que c'est l'aristocrate vraiment de ce cinéma-là, qui est Luchino Visconti, que vous connaissez peut-être pour Le Guépard, notamment. Le Guépard, notamment, oui. À Venise, entre autres. Il est aussi metteur en scène de théâtre. Il a une amitié avec Cocteau qui lui permet de découvrir cette jeune actrice. Et il la met en scène au théâtre d'abord dans 2 sur la balançoire de William Gibson. Et pense à elle pour son prochain film, dont la vedette est Alain Delon. Et qui s'appelle Allez. Alain Delon, non, ça vous dit quelque chose? Un nom d'acteur de film X. Oui, Romain, pas mal. Mais avec qui Voilà. Ses frères, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pour que tu continues à me regarder comme ça? Je te demande pardon. Je sais pas pourquoi, mais tu me fais tellement de peine. Voilà un compliment choisi. Ne te frappe pas, c'est la fatigue. Tout compte fait, j'ai pas eu des vacances tellement folichonnes. Et ce qui m'attend n'est pas tellement marrant non plus. Mais pourquoi dis-tu ça? Chacun peut avoir la vie qu'il veut, s'il la veut vraiment.
Mais il faut pas avoir peur. Et toi, tu as toujours l'air d'avoir peur. C'est un rôle de numéro, toi. Alors, évidemment, il y a une petite gueule en face de lui, c'est Alain Delon, mais c'est pas d'elle qu'elle va tomber amoureuse. Et mais c'est pas beaucoup mieux. C'est Renato Salvatori, un acteur qui n'a pas laissé beaucoup de traces, à part sur la tête de Dany Girardot. Malheureusement. Malheureusement. Elle va se marier avec lui, elle va avoir une fille. Ça va être une relation très violente et elle va assez vite s'habituer malheureusement à ce genre de profil de mec pas terrible. Mais dans le même temps, elle revient aussi un peu en France. Et là, elle enchaîne les productions françaises que vous ne connaissez certainement pas trop parce que c'est ce qu'on appelle... C'est des films oubliables. C'est ce qu'on appelle, oui, la qualité française, selon François Truffaut. Il faut dire, pour vous resituer à l'époque, que les films qui marchent, c'est avec Bardot. Donc, Ouais. Annie Girardot est pas assez Elle n'est pas plantureuse Bardot, pour attirer le chaland. Pas d'assez gros seins, pas assez blonde. Et elle parle trop rapidement. Mais c'est vrai que c'est une actrice qui va beaucoup se balader. Elle le dit dans ses mémoires. En fait, elle va passer sa vie dans les avions parce qu'entre son mari en Italie, qui bien sûr ne veut pas quitter l'Italie, et elle, qui est une amoureuse de Paris, amoureuse du cinéma français, elle va toujours faire en sorte de pouvoir tourner moitié en France, moitié en Italie. Et là, elle va rencontrer des metteurs en scène italiens un peu zinzin qui vont faire des films qui ne vont pas sortir en France. Et donc, elle va d'abord devenir une vedette en Italie. Et c'est beaucoup plus tard en France qu'on va reconnaître son Oui, c'est vrai que talent, ses premiers films et ses vrais grands rôles sont d'abord italiens, donc on l'a dit dans Rocco et ses frères. Et après, elle va faire un autre film qui est assez audacieux, qui s'appelle Le mari de la femme à barbe, d'un certain Marco Ferreri. Alors Marco Ferreri, il est connu après pour avoir réalisé La Grande Bouffe, où tout le monde se suicide en mangeant des grosses saucisses et autres cassoulets. Et donc Ferreri fait un film déjà assez audacieux, c'est qu'il va raconter l'histoire d'une femme inspirée d'une vraie histoire de Julia Pastrana, une Mexicaine qui était née en 1834 et qui souffrait d'une maladie génétique qui s'appelle l'hypertrichose. Alors l'hypertrichose, c'est pas les gens qui font beaucoup de tricot, c'est des gens qui ont beaucoup de poils sur le visage. Notamment et sur le corps, et donc en fait cette femme a vraiment été ensuite exposée par un homme peu vertueux qui l'a exposée dans les foires et il l'a montrée comme une femme singe, quoi. Donc c'était assez terrible. Donc ça inspire Marco Ferreri qui en fait un film avec cette fois-ci Ugo Tognazzi, donc qui jouait notamment dans La Cage aux folles. Oui, et dans La Grande Bouffe aussi. Et La Grande Bouffe aussi, qui est un petit escroc napolitain qui découvre Annie Girardot qui s'appelle Maria et qui est une jeune femme effectivement un peu recluse. Et il découvre sa pilosité sur son visage, sur son corps. C'est vraiment, il l'appelle la femme singe. Et lui, il voit plutôt une opportunité de l'exposer, de faire de l'argent. Donc il va l'épouser et ensemble, ils vont faire le tour de toutes les places d'Italie. Et à tel point qu'à la fin, ils vont vivre une histoire d'amour un peu étrange, basée sur quelque chose qui est pas très joli. Sur la tarte aux poils. Sur la tarte, oui, c'est pas mal. Et à la fin, elle va même tomber enceinte. Elle va même tomber enceinte et mettre un enfant au monde. Alors, il faut savoir que ce film a eu 3 fins différentes parce qu'il a été déjà Marco Ferreri, il aime bien les films un peu chocs. Le film l'est, il est assez choquant, il est assez malaisant. Et à tel point qu'il a été censuré en Italie, donc il y a 3 fins. À la fin, désolé, je vais vous divulgacher la fin de ce film, mais c'est quand même assez beau. Honte. Annie Girardot, donc, la femme singe, met au monde un enfant. Dans la première fin, censurée en Italie, elle meurt ainsi que son fils, et donc Ugo Tognazzi pleure à son chevet. Donc on ne sait pas s'il pleure parce qu'il aimait finalement sa femme, ou si parce qu'il voit juste son gagne-pain s'évaporer. Dans une deuxième fin, qui était la version du réalisateur Ferreri, effectivement sa femme et son fils meurent donc à la naissance, et il se dit quand même, je vais quand même demander au médecin s'il peut les embaumer, ma femme et son fils, et continuer à faire les expos et du business. Les pépettes avant tout. Pas mal. Et une autre fin française pour le marché français qui a été montrée à Cannes, où finalement en donnant naissance à son fils, elle ne meurt pas, elle guérit plutôt, donc ses poils tombent, tout le monde guérit, tout le monde est heureux. Sauf que ils ont plus du tout de gagne-pain non plus, et donc ils vivent miséreux. Ils finissent, lui, il finit docker sur un port français. Ils finissent dans la misère. Dans le même genre, il y a aussi, pas tout à fait le même genre d'ailleurs, mais La Vénus Noire d'Abdelatif Kechiche, plus récent, sur le drame qu'a vécu. La Vénus Noire, celle qu'on appelait la Vénus Hottentote, qui venait d'Afrique du Sud et qui a été vraiment prostituée, vendue dans les foires.
Il n'y avait pas plusieurs fins, je crois pas là, non. Il y avait qu'une fin, tragique. Mais en tout cas, c'est un biopic, donc. On vous invite à redécouvrir le cinéma de Marco Ferreri qui est très trash, très violent. Il y a notamment, donc, en dehors de La Grande Bouffe, un truc qui s'appelle Touche pas à la femme blanche, très qui est une reconstitution de la bataille de Little Big Horn, donc cow-boy et indien, avec en fait ça se passe dans le Trou des Halles. Donc c'est à la fois une bataille et le Trou des Halles avant le forum qu'on voit à Paris. On l'a oublié, mais il y a eu un forum moche et maintenant c'est la canopée, mais à un moment donné il y avait rien. Il y avait une espèce de canyon au milieu de Paris pendant 10 ans. Il y a des bouchers, des charcutiers aussi, non? Il y avait... autour, oui. Ça vaut le détour, ça vaut le détour. Alors Lou, Annie donc continue sa carrière en Italie et elle va continuer un petit peu à vivre dans sa vie privée une relation tumultueuse avec Salvatore. C'est très dur avec Salvatore parce qu'elle va raconter, elle est assez cash sur cette partie de sa vie. En fait, elle va vivre la vie d'une femme italienne des années 60 à un certain moment. C'est-à-dire qu'elle va être chez elle, dans son grand appartement à Rome, et puis elle va faire la bouffe, elle va attendre que son homme rentre, et puis elle est même plus Annie Girardot, quoi. C'est Madame Salvatore. Et puis, bien sûr, en bon macho italien des familles, il va pas se gêner, lui, pour continuer à la tromper avec toutes ses partenaires à l'écran. Et en fait, elle va avoir un déclic. À un moment, elle va se dire mais je me prends des tartes dans la gueule, je me fais tromper à longueur de journée. Elle raconte ça, elle dit j'étais à Londres, dans une chambre d'hôtel, et je me suis dit ça y est, c'est fini, quoi. Et là, elle va rencontrer un type qui est Claude Lelouch, qui a fait notamment Un homme et une femme, Shabadabada, comme dit monsieur, exactement. Et il va lui faire tourner 2 films, 2 très beaux films de sa carrière à la fin des années 60, avec Belmondo, puis avec Yves Montand. Et il va l'ouvrir un pan dramatique qu'elle n'avait pas du tout. Et elle va incarner de plus en plus cette femme moderne de la fin des années 60. Je ne sais pas si monsieur du Dumont, cinéma populaire aussi, parce qu'Un homme qui me plaît, c'est vraiment un film chouette, une jolie histoire. Oui, je l'ai pas vu, mais je vous crois, Marcel, d'accord, ok. Puis une très jolie musique à chaque fois. Très jolie musique. Mais donc effectivement, donc sa rencontre avec Lelouch va être marquante, surtout que avec Lelouch, elle fricote un petit peu. En tout cas, c'est Lelouch qui le dit. Je sais pas si elle le dit aussi. Elle le dit. Bon après, lui, il l'a dit de beaucoup de gens. Il faut vérifier. Il le dit à qui veut l'entendre, en tout cas. Peu comme Giscard avec la princesse Diana. Oui, c'est ça. C'est on peut vérifier. Un peu pour se faire mousser. Et puis il faut dire qu'à cette époque-là, dans les années 60 en France, il y a quelque chose qui se passe de pas négligeable, qui est la nouvelle vague. Menée par Truffaut, Chabrol, Godard. Et dans les films de la Nouvelle Vague, une Girardot, elle a pas particulièrement sa place, parce que c'est quelqu'un qui a de la repartie, c'est pas une petite femmelette, quoi. Non, voilà, pour vous situer un peu la Nouvelle Vague, et au risque de choquer les esprits sensibles à ce type de cinéma, les rôles de la Nouvelle Vague, pardon de contredire qui que ce soit, mais ça n'est pas très intéressant. Pour les femmes, surtout. Pour les femmes. Oui, enfin même pour les mecs, c'est un autre débat, mais pour les femmes, on va dire que si on n'est pas très jeune, un peu éthéré, et qu'on a envie de parler, pas de place pour les femmes. Et globalement, c'est vrai que les femmes les rôles de caractère cadraient mal avec ce genre de scénario, et il y avait des actrices qui étaient un petit peu à la marge, comme Bernadette Lafont par exemple, qui s'est fait une place plutôt chez Nelly Kaplan, qui avait un cinéma très provocateur comme La fiancée du pirate par exemple, ou chez Chabrol avec Les bonnes femmes, pareil, même ordre d'idée, des rôles de femmes assez ambigus et assez fortes aussi, qui a des grandes gueules, ce qui est assez rare. Après, il faut dire que Annie Girardot, quand on vous parle de Lelouch, c'est un peu la deuxième garde de la Nouvelle Vague. Ça fait partie de ces réalisateurs qui ont gravité autour de la Nouvelle Vague. Ils étaient plus ou moins amis, mais ils n'ont jamais fait partie du même club. Donc ça appartient à la même génération de réalisateurs. Mais après, ça n'a pas empêché Annie Girardot de tourner dans un film qui s'appelle Les Gauloises Bleues, qui est bien prise de tête, qui était un film de Michel Cournot, qui est un critique du Nouvel Observateur qui soutenait énormément la Nouvelle Vague. Est-ce que certains d'entre vous ont vu Le Redoutable d'Azanavicius dans la salle ? Le Redoutable avec... Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le film, il y a une scène d'engueulade dans une bagnole entre Godard et Michel Cournot qui devait présenter Les Gauloises Bleues au Festival de Cannes. Et c'est l'année où ils arrêtent le Festival de Cannes. Et ils ont arrêté de fumer. Alors le regard dubitatif de nos auditeurs montre qu'ils ne se souviennent pas de ce film. C'est une scène pourtant qui m'avait bien fait rire. Enfin, en tout cas, Michel Cournot a je me souviens du zozotement de Louis Garrel, mais non, c'était un bon film. Ah oui, d'accord. Non, mais donc oui, Cournot en tout cas, ne percera pas la Nouvelle Vague. En 1971, un film qui fait bondir l'opinion publique, qui rappelle un peu l'histoire de notre président
avec. J'ai pas fait le parallèle effectivement, mais ça Avec s'appelle Brigitte. effectivement Mourir d'aimer. Non mais faut assumer après Marcel. Hein. Mourir d'aimer d'André Cayatte, où effectivement ça reprend le drame de Gabriel Russier qui avait défrayé la chronique dans les années 60, fin 60. Fin 60, post-68. T'es Voilà. prof de Prof, français, mariée avec des enfants et qui est tombée amoureuse de son élève qui avait. Elle était pas mariée avec des enfants, elle était mariée virgule avec des enfants. Ouais. Et sauf que là, elle a effectivement une histoire avec un élève qui Il y a, était il y a une très mineur. jolie chanson d'Aznavour aussi, Mourir d'aimer, qui. Oui, je continue mes Les imitations. imitations, c'est pas mal. Mourir d'aimer. Et ce qui a valu à Girardot une jolie lettre de François Truffaut, donc il ne l'avait jamais contacté pour un rôle, et qui lui a dit « Vous êtes très mauvaise, ce film est une honte ». Donc, C'est vrai que le film avait fait scandale parce il prenait en fait un peu parti ce qui a été ça a divisé la France en deux. Hein, et Elle a fini par se suicider quand même. Elle s'est suicidée, effectivement. la vraie, c'est suicidée. La vraie, mais cette histoire de prof qui sort avec son élève. Dans les années 60 où on prône, enfin la fin 60 où on prône la liberté de penser, la liberté sexuelle et tout, face à effectivement à une France pompidouienne, voilà. Pompidolienne. même. Comment Pompidolienne. Gaulienne, voilà. Et c'est un film assez beau, mais le film prend un peu parti effectivement pour le cas de la professeure. Et donc ça a fait scandale à l'époque. Et le film en lui-même n'est pas incroyable, je vous le conseille pas et c'est pas fou. L'histoire est plus intéressante et c'est que ça montre aussi que Annie Girardot ferait quand même prendre un risque dans sa carrière, qui est encore assez jeune, de soutenir ce film-là. Et elle va pas s'arrêter là, puisqu'elle va faire plusieurs films avec André Cayatte. André Cayatte, c'est un ancien avocat qui a un cinéma un peu conventionnel, mais assez engagé. Par la suite, elle va faire un film qui s'appelle Docteur Françoise Gaillan, sur une femme médecin qui a des amants, un mari, des enfants, qui clope beaucoup et qui va avoir un cancer. Et donc, on suit le parcours de cette femme atteinte d'un cancer du poumon, ce qui va lui valoir son premier César. Et puis elle va tourner dans un film que je vous invite à redécouvrir, qui est assez bizarre, qui s'appelle Juliette et Juliette, de Remo Forlani, où c'est grosso merdo Marlène Jobert et Annie Girardot qui décident de monter un journal féministe qui s'appelle Femmes en colère. Et Marlène Jobert, dans le film, est mariée à Pierre Richard, qui est un boxeur raté, qui vit chez ses parents. Étonnant. Qui vit chez ses parents. Je vois monsieur qui rigole, mais je vous assure que c'est vrai. Qui vit chez ses parents qui sont bretons, qui ont donc une crêperie bretonne à Montparnasse. Normal. C'est bien connu, hein, comme n'importe quel breton. Et c'est un film très bizarre, très 74. Très 74, très militant, et en même temps des gens dans des rôles complètement à contre-emploi. Mais ça va être une vraie déception pour Annie Girardot, parce qu'elle va le financer, le film. Et bon, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal, c'est parce que lui, il est vraiment tombé dans les oubliettes. Mais en tout cas, pour Pierre Richard en boxeur, il faut le faire. Hein. Et il y a un autre, oui, c'est vrai que ça doit être pas mal à voir. Il y a un autre film aussi qui est très intéressant dans ces années-là, c'est Traitement de choc de Alain Gessua, qui est un réalisateur français qui a fait des films assez osés, notamment. Des films un peu d'horreur parfois. C'est toujours des films un peu politiques, un peu complotistes. Pas complotistes, mais en tout cas paranoïaques, on va dire. Et là, c'est un film avec effectivement Alain Delon. Ne tapez pas dans le micro comme ça. Elle retrouve Alain Delon. Elle retrouve Alain Delon dans cette clinique en fait, où Alain Delon joue un docteur, et c'est dans une clinique où effectivement on a l'impression qu'on rajeunit de plus en plus dans cette clinique, et je vous redirai pas la suite. Mais c'est un peu comme de Substance. Un peu comme de Substance, voilà. Un peu comme Soleil Vert. Il y a des trucs qui sont un peu louches qui se passent derrière, voilà. Et dedans, Alain Delon est un médecin qui, dans une scène assez mythique, effectivement gifle très fort Annie Girardot dans cette scène. Mais on en reparlera un peu plus tard. Oui. Elle s'est pris quelques baignes, la mère Girardot. Elle s'est pris quelques baignes à l'écran, apparemment. Les mains en l'air! T'as vu ta porte? C'est un début, je casserai tout. En attendant, tu salopes mon parquet. Patin. J'ai dit les mains en l'air! J'ai dit patin! Est-ce que tu peux être pétardière? Alors ça, on a reconnu. Non, je sais pas s'il y en a qui ont reconnu dans la salle ce que ça pouvait être comme. Ah oui. C'est Bernard Blier, excellent. Effectivement, excellent donc qui dit Bernard Blier dit Audiard, bravo monsieur. Alors, effectivement, c'est Audiard. Évidemment, on a compris avec ce qu'on a dit précédemment qu'elle était Alice Blaise dans le mélo pas trop cucul à praline, mais aussi dans le film d'action un petit peu burné. Et du coup, ce qui fait que, évidemment, elle tape dans l'œil de Michel Audiard, qui aime bien les rombières qui ont de la gueule, comme Françoise Roset, par exemple, qui a joué dans le Cap se rebiffe. Oui, dans le Cap se rebiffe. Enfin, qui a une carrière extrêmement longue, mais qui a fait des rôles de matriarche un peu dur en affaires chez Audiard.
Ginette Leclerc, Marlène Jobert, Mireille Darc, qu'on connaît un peu pour Les Barbouzes, et aussi pour la série Terre Indigo, que certains ont peut-être vu. Oui, je vois des longues après-midi des années d'été. 90. Oui. C'était beau ça. Et alors, son étonnant premier rôle chez Audiard, ça va être elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais 3 petits points, elle cause, ce qu'on apprécie. Qui aura une suite, elle cause plus, elle flingue. Plus expéditif. C'est ce que vous avez entendu là il y a 2 minutes. Ouais. Mais alors le gros succès populaire, elle va le valoir à De Broca, fort des succès par exemple de L'Homme de Rio, du Magnifique, etc. Lui, il pense à un duo assez original, Annie Girardot en inspectrice, Commissaire même. En commissaire de police aux méthodes un peu expéditives, et Philippe Noiret en intello. En pantalon en velours. Velours côtelé avec du velours côtelé avec des mocassins. Philippe Noiret, il le porte très bien, Philippe Noiret. Et qui va se faire embarquer dans une aventure, si vous voulez, c'est un peu comme L'Homme de Rio, mais elle joue Belmondo et lui joue Françoise d'Orléac. Donc très sympathique film qui s'appelle Tendre Poulet, puisque c'est une rom-com sauce poulaga. Et il aura une suite malheureusement un peu moins réussie, avec un titre sympa qui s'appelle Qui a volé la cuisse de Jupiter. À voir quand même pour de très beaux paysages en Grèce. Qui est très Tintin, dans l'esprit Tintin, une aventure un peu exotique en Grèce, mais avec l'insupportable Francis Perrin. J'avais oublié parce que je l'ai revu. Ça vous fait tomber ce salopard de Francis Perrin qui vous rappelez Francis Perrin, ouais. Bah, il est très très mauvais en fait, il est insupportable. Bref, bon. On sent le regard attristé de certaines l'audience. personnes, désolé, mais oui. On est désolé, mais non, il faut le dire, et en plus, une coupe de cheveux qui va pas. Et dans cette période de comédie, Julien, toi, tu as un coup de cœur pour un autre film avec Philippe Noiret, un peu plus tôt dans la carrière de Girardot. Oui, un film assez étonnant de Jean-Pierre Blanc qui s'appelle La vieille fille. Alors comme ça donne pas envie, hein, mais c'est encore une fois avec Philippe Noiret. Et c'est Philippe Noiret qui se trouve un petit peu à cause de sa voiture qui tombe en panne. Il se retrouve dans un petit hôtel de balnéaire, je ne sais pas trop où c'est, peut-être en Bretagne d'ailleurs. On va dire que c'est en Bretagne pour faire plaisir. Et il se retrouve coincé dans cet hôtel et il va rencontrer Annie Girardot qui est aussi une femme seule et notamment aussi Michael Lonsdale. Et entre eux mais c'est une femme qui est assez rétive, assez asociale et il va être séduit quand même par elle, par sa beauté. Et par sa timidité. Et les deux, il va y avoir une histoire d'amour qui va se créer entre les deux. C'est un film très étrange. Comme on disait avec Lou, il ne se passe rien dans le film. C'est ce qu'on vous parlait de traitement de choc en version film militant. C'est un peu l'autre penchant de la carrière de Girardot. C'est des films où il se passe rien. Mais en même temps, vous pouvez pas décrocher vos yeux. Enfin, on est happé par l'ambiance. C'est des films d'ambiance, on va dire. Et puis c'est surtout un duo magnifique. Enfin, il y a eu peu de duos d'acteurs que je ne le savais pas, mais c'est vrai qu'il n'est pas assez connu. Mais ce duo d'acteurs Philippe Noiret-Girardot marche d'enfer. C'est un regret pour Annie Girardot, qui espérait d'ailleurs avec Philippe Noiret faire un 3e film avec Philippe de Broca. Après, donc on a dit Tendre Poulet et La cuisse de Jupiter. Et en fait, de Broca, il les trouvait trop vieux. Il leur a dit avec très peu de tact. Et ça a été une vraie blessure, et elle en parle à plusieurs reprises dans ses mémoires en disant mais en fait il avait de l'or dans les mains, et les gens nous voyaient un peu, ça c'est la vie de Girardot, comme les couples de comédie romantique des années 30, Cary Grant, Catherine Hepburn, ce genre de... Ça, avec tout mon respect, hein, Philippe de Broca, pour tourner toutes ces bouses dont il nous a farci la tête dans les années 80 avant de revenir un peu à sa superbe avec Le Bossu, c'était pas la peine. Il valait mieux des vieux. Ça a mal vieilli. Non, c'est pas vrai. Non. Alors, elle a fait donc pas mal de comédies, notamment une qui vous a particulièrement, qui a retenu votre attention, Lou, c'est qui s'appelle Erotissimo, je crois. En effet, Julien, il y en a une qui a retenu mon attention. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai une passion pour les nanars. Donc, c'est ces mauvais films qui, d'une façon ou d'une autre, finissent par atteindre le sublime. Alors, le choix, pourtant, n'a pas été facile. La carrière d'Annie Girardot est jalonnée d'ovnis. On vous a parlé notamment des Audiard. Mais Audiard, je me refuse catégoriquement à le classer, puisque son cinéma appartient à quelque chose d'un peu extraterrestre. Ah bon? Mais c'est... Si, il faut les voir, mais ce n'est pas un nanar, je m'y refuse. Mais c'est donc au hasard des années 70, de Jean-Yann et de ma passion pour le orange, que je suis tombée sur le fantastique Erotissimo de Gérard Pires. Pour vous resituer, Gérard Pires, il a commis entre autres Fantasia chez les Ploucs et Taxi. Taxi. Vous avez un 2, 3, 4, 5. Parce qu'après, il y a eu Gérard Krasvik, mais il a fait que le 1, je crois. Il a fait que le 1. Enfin, en tout cas, vous voyez un peu le topo. Alors, l'histoire, comme souvent, tient sur un papier à cigarette, pour ne pas dire autre chose. La riche épouse d'un fabricant de poussettes apprend par un magazine que la femme moderne doit être érotique. Délaissée par un mari plus préoccupé que par son contrôle fiscal,
Elle va tout faire pour devenir cette femme moderne, libre, érotique, de la chambre à coucher au supermarché. Extrait, Julien. C'est la 100e cliente qui, depuis ce matin, a caressé de ses doigts gracis. Erotissimo. Et c'est à elle que la maison remet le roll-mops magique qu'elle a bien mérité. On applaudit les ménagères. Là-bas, dans la lointaine Afrique, ils ont travaillé dur, les Noirs, pour faire tomber les huiles. Mais je veux pas le savoir. Allons. Oui, Erotissimo. monsieur, oui, monsieur. L'huile qu'il vous faut, Mais c'est pas l'huile qu'il me faut du tout. qu'il vous. Il me faut rien du qu'il tout, vous monsieur, faut, c'est elle l'a normal. dit. Erotissimo, l'huile vierge. Ayamane yoga, erotissimo, l'huile qu'il vous faut. Ah, c'est humour raciste. Ah, nous, voilà. nous manque, Merci Julien pour ce beau moment, oui, avec accent raciste. Certains d'entre vous ont peut-être reconnu, si vous avez plus de 35 ans, la voix de Jacques Martin, qui a empoisonné vos dimanches pendant longtemps. Avec Graine de Star. Qui a traumatisé Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, entre autres, et qui animait l'école des fans. Mais bon, à mesure que je parle de ce film qui me paraît plus expérimental que nanar, on a un peu, il faut vous le dire, le cul entre deux chaises. Alors d'un côté, il y a une succession de clips absolument scopitonesques. On voit Annie Girardot en Paco Rabanne. Alors les tenues vont de la jupe courte au soutien-gorge juste fait par une ceinture. Donc vous en prenez plein les mirettes, ça c'est plutôt pas mal. Et de l'autre côté, un duo improbable qui est celui de Jean-Yann et Francis Blanche qui s'engueulent sur des histoires d'impôts à n'en plus finir. Un petit contrôle fiscal. Un petit contrôle fiscal, souvent en improvisation, ce qui me permet au passage de dire qu'il faut faire vos impôts là, ça y est. Qu'il faut faire vos impôts. La déclaration c'est ouvert là. Une petite parenthèse que tu te rassures, Julien, je ne vais pas partir dans une anecdote dont on ne voit pas la fin et que tu devras couper au montage. Si vous apercevez au générique d'un film, Francis Blanche, Paul Prébois ou encore Alice Sapritch, à qui nous avons consacré une bobine, faut pas réfléchir, faut y aller. Généralement, le scénario tient sur un papier cul, mais vous passerez un excellent moment. Alors oui, ce film, c'est un peu un truc qui donne le tournis. On est partagé entre ces images un peu saccadées. Je le conseillerais pas à un épileptique. Mais non, c'est un peu psychédélique. Je pense que le Pires a été consommateur de LSD, je pense. Hein. C'est voilà, sûr. C'est un peu comme on dit au Centre Pompidou, c'est une expérience cinématographique. Non, mais on en prend plein les mirettes. Et puis il y a quand même quelque chose qu'il faut signaler dans les nanars, et c'est pour ça que ça marche. Alors déjà, une volonté de faire un cinéma qui va pas durer. Donc on s'en fout. On met tout le monde, on tente tout. La musique est de Michel Polnareff. On voit Serge Gainsbourg. Moi, je vous dis, que demande le peuple? En plus, le film est disponible dans la collection. Alors, je l'ai noté parce que sinon, j'allais pas le retenir. Rire et fou rire. Alors, moi, je ne le laisserai pas passer. Très bonne collection. C'est quand Rire et Chanson a voulu sortir ses DVD. Ses DVD, voilà. Donc, non. Donc, c'est quand même, on a vu, donc c'est quand même une belle décennie, les années 70, merci Lou, pour la comédie notamment. Mais après, il va y avoir une petite traversée du désert dans les années 80, Marcel. Eh ben oui, parce que il n'y a pas toujours des bonnes idées dans la comédie musicale. Ah non, vous avez peut-être quelques exemples en tête. Annie Girardot va en être victime puisqu'elle va rencontrer Bob Decou, que vous ne connaissez pas puisque ça n'est pas Plamondon, mais il était parolier et compositeur, un petit peu louche sur les bords. Un petit peu quoi? Un petit peu louche. Ah oui, louche. Comme souvent les mecs qu'elle a recrutés pour mettre dans sa vie. Et ils passent du temps ensemble. Et là, il se dit, mais tu serais géniale, ma chérie, dans une comédie musicale qui s'appellera Revue et corrigée, mise en scène avec Catherine Lara. Le violoncelle, pas le violon même tout court. Hein. Des costumes signés, la roqueuse de diamant, des costumes signés Jean-Paul Gaultier quand même. Et ce musical est un échec, c'est un énorme four qui ruine l'actrice qui s'est investie dans ce spectacle et qui déjà taquine un peu la boutanche. Et là, ça va être l'alcool, la drogue, enfin les années 80, c'est l'enfer pour Annie Girardot. Mais oui. Il est marrant, ce bonhomme-là. Bonhomme, il dit merci quand il se mouche. Il fait pipi quand il se douche. Waouh. Ah oui. Ouais, quand même. Bonhomme. Mais le pire, c'est que à force d'avoir écouté un peu cette chanson, j'aime bien. Hein. Il y a un petit son que j'aime bien derrière. On vous disait qu'elle chantait. Il y a des bonnes rimes et tout, non? C'est pas mal. Donc Bonhomme, c'est un extrait de cette comédie musicale de Bob Decou. Effectivement, elle avait tout l'argent pour sauver notamment le Casino de Paris. Hein, c'était pour ça aussi qu'ils avaient et donc ils se sont dit qu'ils allaient faire ça. Ça a été un échec cuisant. Elle a été ruinée. Déjà qu'elle avait subi pas mal de violences dans sa vie privée, notamment on l'avait vu avant. Bob Decou, son nouveau compagnon, était gentil. C'est ce qui l'avait attiré chez lui. Il était pas méchant. C'est un escroc, mais pas méchant. Et contrairement, effectivement, on n'a pas évoqué, mais Bernard Fresson. Bernard Fresson, que vous avez peut-être, vous vous en rappelez peut-être dans Max et les Ferrailleurs, il a pas mal tourné pour French Connection aussi. Oui, c'est vrai. Les Gazettes de Pont-Aven. Ouais. Oui, c'est vrai. Et oui, pour les Bretons. C'était son compagnon, et effectivement, à l'époque où elle vivait, elle, dans son
quasiment hôtel particulier Place des Vosges. Avec lui, c'était une relation plus que violente. Hein. Il la tabassait. C'est-à-dire que ça Je crois qu'elle est laissée pour morte quand même. Oui, quasiment. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'ils avaient elle s'est toujours trouvée dans des relations ouvertes, mais que pour les mecs, quoi. Parce que dès qu'elle prenait le thé avec quelqu'un, se faisait arracher la gueule. Et il y a même une fois, effectivement, où elle se gênait plus. Hein. Elle avait des amants et elle s'en fichait. Parce que justement, elle disait pourquoi pas moi. Et une fois, effectivement, elle avait un amant. Bernard Fresson arrive chez elle, il tambourine à la porte. Il est sûr qu'il y a un amant chez elle. Et heureusement, son appartement de la rue des Vosges faisait traverser quasiment plusieurs appartements comme ça. C'était assez grand. Et donc, juste au moment où il arrive à ouvrir, il voit quelqu'un s'échapper de la fenêtre et sortir comme ça. Et apparemment, c'était un certain François Mitterrand. Je me demandais si tu allais faire l'imitation. Oui. Annie Girardot. Oui. Donc c'était Mitterrand qui a eu une belle carrière aussi de tombeur de femmes. Hein, ça, oui, je sais pas. Oui. En fait, le problème du cinéma français, c'est que vous savez, il était très anti-violence envers les femmes. Et tout le monde était au courant pour cette histoire-là. Et elle l'a même écrit dans son autobiographie qui est sortie quand même il y a un moment. Et là, pour le coup, c'était quand même silence radio. Et à ce point même que Delon sur un tournage lui avait mis une énorme gifle. Ça, c'était cadeau de la maison parce que elle n'avait pas été tout à fait réglo avec Salvatori. Qui était son pote. Bon, une preuve de plus que Delon, humainement, ça valait pas tripette. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est toujours très étonnant ce paradoxe entre sa vie privée qui est extrêmement violente. Et là, bon, je plaisantais sur Erotissimo, mais la scénariste d'Erotissimo, c'est Nicole de Buron, qui était une femme scénariste déjà dans les années 60 et qui était scénariste, je vais y arriver, notamment de la série Les Saintes Chéries avec Micheline super Prel. Série, très chouette série. Et autre bobine qui nous avons consacré une émission. Et donc elle a toujours incarné plus ou moins au cinéma des femmes fortes avec du tempérament et systématiquement dans la vie privée se retrouver dans une situation compliquée. Pour faire de la psychologie à deux balles, l'absence de son père. Voilà, un petit point. Dans le milieu moi je suis la reine de l'argot, vous le savez, dans le milieu criminel, c'est ce qu'on appelle avoir la mentale. C'est un triste état d'esprit qu'on attend des femmes vis-à-vis de leur proxo, de leur bonhomme. Elle avait typiquement le profil de ce truc à l'ancienne, et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'elle n'était pas tout à fait dans les clous pour aller vers ce cinéma un peu intello. Oui, voilà, c'est ça. Elle avait quand même, si vous voulez, par rapport à d'autres stars de l'époque comme Romy Schneider ou comme Catherine Deneuve, elle était vraiment partie prenante d'un monde plutôt populaire. C'est ça. Et ça, il faut le retenir parce que c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on s'en souvient peu. C'est que ces films-là n'ont pas marqué l'histoire du cinéma de la même manière. Oui, parce qu'on a parlé de Audiard, mais c'est vrai qu'on a oublié de mentionner quand même La Zizanie, un film préféré de quelqu'un dans le public, avec Louis de Funès, et qui est un film sympathique. C'est un Louis de Funès. Comme tout de Funès, il est. D'ailleurs, il disait effectivement qu'eux-mêmes ont eu tous les deux une relation platonique, mais une relation amoureuse platonique. Ils sont vraiment tombés amoureux l'un de l'autre. Et oui, cette imitation de Funès. Je n'irai plus. J'ai l'impression que c'est pas apprécié tellement ici. Mais alors donc effectivement, elle va traverser donc cette décennie des années 80 de façon au niveau cinéma, ça va pas être terrible. Elle va quand même faire une incursion sur Europe 1, où elle va avoir une émission où elle va recueillir des témoignages de femmes, d'auditrices et les lire à Parole de femmes. Parole de femmes. Donc ça, c'est assez étonnant quand même pour le noter. C'est-à-dire qu'elle était copine avec Macha Béranger, la voix de la nuit. Ah oui. Qui lui a peut-être donné l'idée. Comme on est quand même à Peau de Rennes, il faut parler un peu de radio. Un peu de radio. Et donc aussi un peu de télé. On parlait tout à l'heure de Mireille Darc et de ses feuilletons de l'été. Elle a quand même retrouvé aussi un travail à la télévision dans deux feuilletons d'été qui moi ont marqué mon enfance. Qui s'appelait Le Vent. On peut dire, non ? Traumatisé aussi, Le Vent des moissons et Orage d'été. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Hein. C'était il y a longtemps. Hein. J'étais petit. Et je me rappelle. Les réfugiés du public. Certains s'en souviennent. avec notamment l'Institut Gérard Klein, Elisa Servier, Annie Girardot, et surtout la méchante qui était Patachou. Je sais pas si vous vous rappelez. La chanteuse qui chantait Maman Papa avec Georges Brassens. Mais dans un fauteuil roulant, elle était d'une méchanceté. Pour moi, j'ai cette image de Patachou qui a ruiné mes nuits d'enfance. Toutes ces séries sont à retrouver d'ailleurs sur Madeleine Ina. Oui. Le site de l'INA où on peut retrouver des vieilles séries si vous aimez comme moi par exemple les vieux vidocs ou les Arsène Lupin ou l'inconnu du bus 61 vous pouvez les retrouver. Donc après, il va y avoir quand même les années 90 et là elle va se relever un petit peu difficilement de ses échecs, Annie, mais c'est grâce encore une fois à Claude Lelouch qu'elle va remonter un petit peu la pente ou en tout cas être de nouveau dans la lumière parce qu'il va l'embaucher pour une scène dans Les Misérables, sa version des Misérables en tout cas. Hein.
de Lelouch, avec notamment Belmondo. Bah oui, c'est Bébel. Et Michel Boujna. Ouais. Et donc effectivement, Annie Girardot, il va la rappeler parce qu'il sait qu'elle est un peu en difficulté. Elle a pas envie. En plus, elle est dans une période où effectivement, physiquement, elle a subi quand même toutes ces années de drogue, d'alcool, de tout ça. Donc ça a eu un impact sur elle. Elle commence vraiment elle veut pas le faire. Et puis Lelouch lui dit, ah si, allez, fais la scène et après tu te casses. Et donc en une prise, elle va faire cette scène mémorable face à un Boujna médusé, qui lui vaudra donc le César du meilleur second rôle. Donc en 96. C'est ce qu'on a entendu en tout début d'émission. En tout début, où effectivement elle fait ce cri déchirant, où elle dit j'espère que pour vous je ne suis pas encore tout à fait morte. Enfin, peut-être que c'est ça. Bon. Oui, parce qu'on oublie de le dire, quel talent. Enfin, je veux dire, le talent d'Annie Girardot, c'est vraiment une nature. Donc elle a son tempérament, on la reconnaît, mais elle a un naturel incroyable. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez. On a cité pas mal de films bizarres, mais il y a aussi des films normaux et que vous pouvez regarder. Et vous allez voir, elle est assez saisissante parce que elle ressemble à. Enfin, on peut s'identifier. Ça, c'est le côté populaire, c'est vrai. Et oui. Mais oui, c'est pour ça qu'elle marque peut-être moins dans certains rôles, c'est que c'est quelqu'un qui a un peu traversé nos vies, on peut dire, public français. Et comme c'est un peu la bonne copine qu'on croise en prenant le bus, et ben elle a pas eu son parce film culte. Elle n'avait pas opté pour le glamour ou pour le. Et pourtant. C'est vrai. Et donc, mais heureusement, comme souvent pour des actrices qui ont un peu passé, faut savoir qu'on l'a vu ça, mais la date de péremption d'une actrice, c'est autour de 30 ans dans le cinéma. Elle a effectivement, elle a atteint déjà la quarantaine, mais elle va trouver quand même un retour au théâtre, Lou, ensuite. Oui, tout à fait. Alors, Annie Girardot, elle a commencé, donc on le disait plutôt au théâtre, à la Comédie Française. Elle a fini, comme beaucoup de gens à cette époque-là, par partir de la Comédie Française, qui était un peu comme une prison, c'est-à-dire que vous pouviez pas tourner au cinéma comme vous vouliez, donc elle claque la porte. Elle a fait plusieurs pièces qui n'ont pas très bien marché. Il faut dire qu'elle avait pas trop de chance pour le théâtre, mais au carrefour des années 70, elle va tomber sur une pièce que peut-être certains d'entre vous ont vue puisqu'elle l'a énormément reprise, qui s'appelle Madame Marguerite. C'est une pièce adaptée d'un auteur brésilien qui a été traduit par le scénariste Jean-Loup Dabadi, et c'est 2 heures d'une maîtresse de 7e, je dis 7e pour faire plaisir à ma mère, mais donc de CM2, qui va... c'est un stand-up, un seul en scène de 2 heures d'une maîtresse face à une classe, vous, public. La salle n'est pas dans le noir, la salle est éclairée, et elle va apostropher les gens, leur balancer des craies, et on va voir que c'est une maîtresse pas comme les autres. Alors il est de mon devoir en tant qu'éducateur de vous annoncer une chose que vous ignorez, puisque vous n'êtes que des enfants, mais qu'il faut savoir. Vous allez tous mourir. Tous, sans exception. Madame Marguerite va l'écrire au tableau noir pour que vous ne risquiez pas d'oublier. Demain, comme nous avons français, Madame Marguerite vous fera faire une petite rédaction. Chaque élève devra me décrire son propre enterrement avec ses petits mots à lui, ses petites images. C'est justement pour développer votre imagination. Donc c'est vrai que c'est quand même elle y va et elle prend beaucoup de plaisir. On le voit sur scène. Il y a je crois que le spectacle entier est disponible sur YouTube, donc on peut le voir. Et les gens se marrent, ouais. Les gens se marrent, et elle s'est retrouvée confrontée à un problème qui est souvent le metteur en scène, parce que le metteur en scène voulait que ça soit une prof très sexy, porte-jartel, talons hauts. Elle a dit non. Enfin, vraiment, elle l'a envoyé chier. Elle a joué ça avec des baskets, des chaussettes jaunes jusqu'en haut du genou, une grande robe un peu mal foutue. Enfin, vraiment, elle s'est mochifiée. Un peu des chiens, quoi. Ouais. Un peu ambiance des chiens, et en fait c'est une pièce qui a extrêmement bien marché, et c'est un peu ce qu'elle reprenait quand elle sentait que ça n'allait pas, et elle l'a joué jusqu'au début des années 2000, et il va lui arriver quelque chose qui malheureusement arrive aux acteurs qui donnent énormément d'eux sur scène. Elle va être diagnostiquée avec un Alzheimer, et donc elle va pouvoir faire encore une tournée de Madame Marguerite avec une oreillette. Mais ça va commencer à devenir de plus en plus difficile. Oui, effectivement, dans le milieu donc dans le théâtre, elle va commencer à avoir ça, mais ça reste assez secret. Mais dans le milieu du cinéma, ça commence à courir un petit peu. Qu'Annie Girardot a des problèmes de mémoire, mais on se dit, est-ce qu'elle fait ça difficile, ou est-ce que c'est... Oui, en général, on dit que c'était un tempérament de diva. C'est ça, voilà. Mais sauf que bon, et donc ça l'empêche quand même pas de tourner donc avec Haneke, Michael Haneke, qui a réalisé Funny Games, Le Ruban Blanc, qui va faire appel à elle pour le film La Pianiste, qui a eu quand même une palme. Que peut-être que certains ont vu dans le public. Avec donc Isabelle Huppert et Benoît Magimel. Et donc dans ce film, elle joue la mère d'Isabelle Huppert, quelques années après avoir déjà joué sa mère. Dans Docteur Françoise Galland, pour la deuxième fois, la mère d'Isabelle Huppert, qui d'ailleurs n'a pas dit grand-chose sur Annie Girardot.
Isabelle Pas Huppert. grand chose sur C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, là, dans La Pianiste, bon, c'est Anneke, donc c'est un peu moins marrant. Et c'est un rapport très conflictuel entre une mère et sa fille qui... Oui, c'est une mère tordue, humiliante. Mère tordue et une violente. fille tordue aussi. Enfin, le film est tordu de toute façon, hein, il est très bizarre. C'est du Anneke. Mais en tout cas, c'est vrai que Girardot c'est un de ses derniers grands rôles. Voilà, c'est quand même assez. Après, assez elle va pouvoir en jouer quand même de cet Alzheimer. Elle va avoir le courage de tourner dans un film avec Jean-Paul Rouve où elle fait sa maman qui justement est en maison de retraite avec Alzheimer et elle joue pas dans le film. Hein, Et c'était même avant que ce soit diagnostiqué. Je préfère qu'on reste amis de Toledano Nakash, qui est un très bon film d'ailleurs, oui. avec Jean-Paul Rouve et Gérard Depardieu. Passe dans un tunnel. Mais film très drôle et effectivement dedans, elle joue une femme qui a Alzheimer alors que c'est pas encore public. Elle l'annoncera l'année d'après. Malheureusement, effectivement, elle va donc ensuite décéder en 2011 au Louvre. Oui, tout à fait. Donc Annie Girardot s'éteint, j'allais dire, dans la plus grande indifférence. Non, elle a quand même 3 Césars. Elle est quand même reconnue par la profession. Elle va avoir un Molière d'honneur qui va lui être remis par notre cher ami Alain Delon, qui va faire un très beau discours au Molière, on peut dire, pour féliciter Annie de sa carrière. Mais Delon a un rapport avec les femmes très, très complexe. Mais en même temps, on voit l'amour de cette femme pour le guépard, ce qui est assez touchant. Mais oui, donc Annie Girardot, c'est une actrice qu'on oublie parce que c'est la bonne copine. Il faut redécouvrir ses films. On vous a donné des titres comme ça à droite à gauche, mais le mieux c'est quand même toujours de se faire sa propre expérience et de prendre la filmographie et d'y aller les yeux fermés. Je pense qu'on peut le dire. Notamment Tendre Poulet. Tendre Poulet, je suis d'accord, qui est très faut y bien. aller, c'est sympa. Alors maintenant c'est le jeu des bobines, hein. Comme à chaque fois c'est une tradition à la fin des bobines. On fait un petit jeu. Cette fois-ci on a beaucoup parlé des films de Lelouch. Et vous savez, les films de Lelouch ont souvent des titres un peu à l'emporte-pièce des fois, donc Partir, revenir, Vivre pour vivre, tout ça pour ça. Tu fais jouer le public. Je vais faire jouer le public aussi, bien sûr. Oui. Donc là, en fait, je vais vous proposer une liste de films de Lelouch, et à vous de me dire si ce sont des vrais films de Lelouch ou pas, en fonction avec le titre et le casting. Alors, premier titre, Smic Smack Smock. L'histoire rapidement, c'est Jeannot et Robert qui sont colocataires et meilleurs amis du monde, payés au SMIC. Ils se surnomment eux-mêmes Smic, Smack et Smock, avec Charles Gérard, Catherine Allégret et Amidou. Est-ce que c'est un vrai film de Lelouch ? On peut répondre ou pas ? Ah bah oui, tout le monde est... Oui, ça c'est un vrai film. C'est un vrai film ? Vous l'avez vu, madame ? Non, d'accord. Alors, c'est un vrai film, je vous rassure, effectivement, bravo. Non, sinon t'aurais jamais dit à Catherine Allégret et Amidou. C'est vrai qu'Amidou, je sais pas où jouer. C'était la star quand même du sorcereur de Friedkin. Hein. Ah d'accord. Ah, ouais. Non, mais faites attention avec ce jeu parce que nous, il nous a eu sur un quiz nanar où après on a été déprimés pendant des semaines parce que les films n'existaient pas. Il faudrait que je les fasse d'ailleurs. Ouais. Alors attention, deuxième titre, L'éternité n'est qu'un instant volé. L'histoire rapidement, Jackie, contrôleur SNCF, ne pensait pas trouver l'amour quand il a mis une contravention à Céline, jeune marginale de Montpellier, avec Mathilde Seigné et Michel Leb de 2000. Est-ce que c'est non, c'est trop beau ça. C'est faux. Il était déjà cancel en 2000. Il était déjà has-been, d'accord. Ouais, effectivement, c'est moi qui l'ai inventé. Pourtant, c'est un beau titre, L'éternité n'est qu'un instant volé. Michel Leb et Mathilde Seigné, tu vas fort quand même. Ouais. Mais attention, rappelez-vous qu'on parle de Lelouch. Hein. Il est capable de faire ça. Il est capable. Ça peut être pas mal, on est d'accord. Avec l'imitation à la clé. Ah oui, laquelle ? Bon, bref. De la guêpe, du bourdon. Oui. Alors, je peux pas le faire. Ah oui, oui. On s'en souvient. Oui, on s'en souvient malheureusement de ça. Troisième titre, Pourquoi regarder en arrière quand on marche vers son destin ? Alors, l'histoire, un scénario perdu, un amour retrouvé et des parties de pêche avec Tiki Olgado et Marie-Ange Nardi dans son premier rôle. Je rêve de voir ça. Ça n'existe peut-être pas, mais je rêve de voir ça. Est-ce que selon vous, ça existe ? Oui ? Eh bien non, c'est moi qui l'ai inventé. Je vous ai dit, il donne envie de voir les films. Non, Pourquoi regarder en arrière quand on marche vers son destin ? J'aime beaucoup ce titre, bref. Moi. Quatrième titre, Robert et Robert. Oui. L'amitié de Robert et Robert, qui se rencontrent dans une agence matrimoniale avec Charles Denner et Jacques Villeray et Régine. C'est un peu terrible, je l'ai vu, c'est un peu terrible. Ah oui, d'accord. Et pourtant Charles Denner. Et il y a Régine, comme c'est pas mal. Et Régine. Ouais. Cinquième titre, L'amour, c'est mieux que la vie. Se sachant condamné, Gérard, aidé de ses amis Harry et Philippe, veut une dernière histoire d'amour car Gérard a toujours répété que l'amour, c'est mieux que la vie. Avec Gérard Darmon, attention, vous allez voir, Harry Habitant et Philippe Lelouch. Est-ce que c'est un vrai film ou pas ? Ça, c'est oui. Eh bien oui, c'est un vrai film. Oh non ! Qui date, qui date Voyez de d'abord 2002. les bons films d'Annie Girardot avant de voir cela. 2022, hein. Donc Darmon, Habitant, Lelouch. Waouh, trio gagnant, bref. Mais on n'en a jamais entendu parler. Et Dieu sait que cet homme est charmant, Lelouch, en plus, dans la vie. Ouais. Alors, sixième titre, Les uns et les autres.
45 ans d'histoire du monde à travers le destin avec James Caan qui joue dans Le Parrain, Francis Huster et Paul Prébois. Eh bien oui, ça existe Qu'est-ce que malgré c'est ce chiant. casting incroyable, effectivement. James Caan, Francis Huster, Paul Prébois, il faut que je le voie absolument, ce film. Oui, on n'a pas dit, mais Paul Prébois, s'il y a aussi, oui, il faut Oui, il faut voir, y aller, hein, oui. Dans Des rires et fou rires là, de la Oui, collection. des rires et fou rire. Je... 7e titre, parce qu'on est pressé par le temps. Quand je te vois, je me vois. Johnny, musicien de jazz, perd la vie dans un accident de la route. Son fantôme aide sa femme, devenue veuve, à retrouver l'amour auprès d'un vendeur de burgers qui travaille au stade Vélodrome. Avec Johnny Hallyday, Catherine Deneuve et Smaïn. Mais alors ça, c'est un remake du film de Spielberg. Ouais. Non, c'est pas un vrai film, madame. Ah non, bon non, c'est pas un vrai film, c'est moi qui l'ai inventé aussi. Tu l'as pompé sur Spielberg. Quand je te vois, je me vois, c'est pas mal. Et dernier film, vite fait, un homme et une femme, mode d'emploi. Le couple a parfois besoin d'une notice d'explication. Le troisième épisode d'un film culte de Lelouch avec Annie Girardot, Ophélie Winter, Bernard Tapie, Jean-Louis Trintignant et Philippe Gildas. Mais oui, je l'ai vu. Oui, ça existe. Alors oui et non, c'est un mix entre un homme et une femme et homme-femme mode d'emploi avec Bernard Tapie. Donc c'est une vraie fausse réponse, mais bon voilà. Très bon acteur Bernard Tapie, il aura son bobin à lui. C'est vrai, ouais, ça va être sympa. Merci à tous, merci au public d'être resté pour les bobines, hein, c'est très Merci gentil à vous. merci. Merci. Vous avez été un public super, merci à Podren de nous avoir accueillis pendant cette 7 heures, un grand merci, voilà. Oui, mais Et alors, si vous êtes intéressé par les bobines, les autres portraits, on vous parlait de Sapridge, de Micheline Prel. Marcel, où est-ce qu'on retrouve tout ça ? Sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, vous sur voyez- YouTube aussi. sur le tube, comme dirait Marcel. Sur le tube. Effectivement, on a toutes nos émissions et donc n'hésitez pas à nous suivre également sur Instagram. Et Donc, n'oublie pas qu'immédiatement, c'est l'heure de la pause déj. Ah oui, et ça, c'est la pause déj, c'est le moment le plus important et le Ça, plus c'est attendu de tout le public ici, c'est la pause déjeuner qui apparemment sera excellente. C'est ce qu'on m'a dit. Merci à tous et puis à bientôt alors. À bientôt. Ciao. Ah, les bobinons. Stand, light the shoes, go, my man. You've a costume, the man's called the Radio Girls.